Bonjour, on est fin 2025 et la France se trouve à un moment charnière, vraiment à la croisée des chemins. En s'appuyant sur une synthèse de plusieurs rapports récents, on va tenter de décrypter ensemble la situation d'un pays en pleine crise. Une crise qui est à la fois institutionnelle, économique et, on va le voir, profondément démocratique. Allez, c'est parti, on plonge au cœur du sujet. Le premier chiffre, il est massif, il donne tout de suite le ton. 96%. C'est le pourcentage de Français qui se disent mécontents de la situation du pays. Attention, on ne parle pas d'une petite mauvaise humeur passagère là, c'est un sentiment de défiance quasi généralisé qui traverse absolument toute la société. Et ce n'est pas tout. Ce mécontentement s'accompagne d'un pessimisme très ancré. 9 personnes sur 10. 9 sur 10 sont persuadées que le pays est en déclin. Ça donne à la crise une dimension presque existentielle, une sorte de spleen national. Mais alors là, on arrive peut-être au chiffre le plus préoccupant de tous. Près de la moitié de la population, 48%, serait prête à accepter moins de démocratie pour plus d'efficacité. C'est un signal d'alarme immense sur la santé de notre pacte républicain. En fait, cette tentation de l'autorité, ce n'est pas la cause du problème, c'est un symptôme. Le symptôme d'une crise démocratique beaucoup plus profonde, qui est en train de ronger les fondations même de notre système politique. Et ça, ce n'est plus une simple perception ou un sentiment. Non, c'est devenu une classification officielle. Le très sérieux Economist Intelligence Unit, qui est une référence mondiale, a déclassé la France. On est maintenant considéré comme une démocratie défaillante, au 26e rang mondial, derrière l'Espagne et juste devant l'Italie. Alors, pourquoi ce déclassement ? Eh bien, les raisons s'accumulent. D'abord, un désengagement des citoyens, avec une abstention record qui dépasse les 52%, une méfiance quasi totale envers la classe politique. Et puis bien sûr, l'usage à répétition du 49.3 qui donne l'impression que le gouvernement contourne le débat parlementaire. En gros, c'est toute la mécanique démocratique qui semble gripper. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur, si on peut dire. Cette crise démocratique, elle s'alimente d'une crise de nos institutions. Le système politique lui-même est devenu la source du blocage. C'est quand même un comble, non ? La Ve République, qui a été pensée par De Gaulle pour garantir la stabilité, est devenue une machine à paralyser. Son problème, c'est que son hyper-présidentialisme ne marche que si le président dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée. Sans ça, c'est le blocage, l'impasse totale. Et pour se rendre compte de l'ampleur du chaos, il suffit de regarder ce qui s'est passé. En à peine plus d'un an, c'est une valse de gouvernements qui sont renversés les uns après les autres. Avec ce record presque surréaliste du gouvernement Lecornus qui n'a tenu que 14 heures. L'instabilité, qui devait être l'exception, est devenue la norme. Alors la question c'est pourquoi ça bloque en France alors que ça a l'air de fonctionner chez nos voisins, comme en Allemagne ou en Espagne ? Eh bien la réponse, c'est une question de culture politique. Chez nous, il n'y a pas cette culture du compromis, de la coalition. La politique, ça reste un affrontement, un jeu où l'on veut tout gagner ou tout perdre. Et on préfère le blocage à la négociation. Et bien sûr, toute cette paralysie politique, ça a des conséquences bien réelles, bien concrètes. Ça finit par contaminer l'économie et ça plonge le pays dans une stagnation qui est de plus en plus dangereuse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on regarde les prévisions de croissance pour 2025, la France est clairement à la traîne. On est à moins de 1%, bien loin de l'Espagne et même en dessous de la moyenne de la zone euro. C'est une croissance anémique, bien trop faible pour créer des emplois ou même commencer à rembourser la dette. Et là, on entre dans un véritable cercle vicieux. L'instabilité politique crée de l'incertitude. Du coup, les ménages ont peur de l'avenir, donc ils épargnent massivement au lieu de consommer. Les entreprises, elles, gèlent leurs projets d'investissement. Résultat, moins de consommation et moins d'investissement, ça veut dire moins de croissance et donc le chômage repart à la hausse. Ce qui, évidemment, aggrave la crise et la défiance. La boucle est bouclée. Bon, face à ce tableau assez sombre, la grande question c'est où est-ce que tout ça nous mène ? Les analystes ont réfléchi à la question et ils dessinent 4 grands scénarios pour la France d'ici 2027. Et je préfère prévenir, les perspectives sont assez préoccupantes. Voilà les 4 scénarios possibles. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que les 2 scénarios les plus probables, qui à eux deux pèsent près de 75% des chances, sont soit le déclin lent, soit une dérive autoritaire. Regardons ça d'un peu plus près. Le premier scénario, le plus probable, c'est celui du pourrissement. C'est un peu le scénario de la grenouille dans l'eau qui chauffe lentement. Il n'y a pas de grande explosion, pas de grand choc, simplement le pays s'habitue à aller moins bien. La croissance stagne, les services publics se dégradent, le chômage monte doucement et la France décline, sans sursaut. Le deuxième scénario, qui est presque aussi probable, c'est celui du basculement politique. Une victoire de l'extrême droite aux élections de 2027 qui mènerait à un affaiblissement progressif des contre-pouvoirs, la justice, la presse, les associations. Un glissement de l'intérieur vers un régime qu'on qualifie d'hybride, un peu sur le modèle hongrois.
Troisième possibilité, beaucoup que brutale, l'explosion sociale. Il suffirait d'une étincelle, une réforme mal perçue par exemple, pour que toutes les colères convergent. Le pays serait alors totalement paralysé par des grèves et des manifestations, ce qui pourrait ouvrir la porte à une crise de régime aux conséquences totalement imprévisibles. Et enfin, le quatrième scénario, le plus douloureux sur le plan économique, la crise de la dette. Si les marchés financiers perdent confiance dans la capacité de la France à rembourser sa dette, ils pourraient refuser de nous prêter de l'argent. La France serait alors obligée de demander de l'aide à l'Union européenne et au FMI, qui imposerait en retour une cure d'austérité d'une violence inouïe, comme celle qu'a connue la Grèce. Alors voilà, après ce tour d'horizon, qui est, on doit le reconnaître, assez angoissant, une question se pose. Est-ce qu'on doit se résigner à l'une de ces futures? Est-ce que c'est forcément le déclin, l'autoritarisme ou le chaos? Existe-t-il une cinquième voie, une porte de sortie qui ne soit ni la dégradation lente, ni la rupture violente? Une alternative à ces scénarios? Eh bien oui, il y en a une. Les experts l'appellent le sursaut républicain. Mais pour qu'elle advienne, il faudrait un alignement des planètes assez exceptionnel, une réforme profonde de nos institutions, peut-être une 6e République, une mobilisation massive des citoyens et la capacité des forces politiques à dépasser leurs clivages pour trouver un nouveau compromis. C'est un chemin étroit, difficile, mais il existe. Sa probabilité est jugée très faible, entre 5 et 10%. Pour conclure, cette phrase d'Alexis de Tocqueville, écrite il y a presque 2 siècles, résonne d'une manière assez incroyable aujourd'hui. Elle nous rappelle une chose essentielle. Si on ne choisit pas toujours le contexte, le chemin que l'on décide de prendre, lui, reste un choix. Aujourd'hui, la France est précisément à cette croisée des chemins, et son avenir dépendrait des décisions qui seront prises ou qui ne seront pas prises dans les mois et les années qui viennent.